Tous, bonsoir à toutes. Nous sommes en direct avec un auteur que vous aimez beaucoup, qui est un pandarou. La preuve, voilà. Qui est le pandarou? Le pandarou Philippe Jaénada. Et nous sommes vraiment très heureux, Olivier et moi, ce soir, de le recevoir à cette nouvelle causerie. Non seulement parce qu'il est qui il est, ce qui est déjà énorme. Et s'il n'était pas là, je pense qu'on s'empresserait de l'inventer, de le créer, de le concevoir. Mais aussi parce que le sujet dont on va parler ce soir est un vaste sujet à la fois philosophique, littéraire, comique, absurde et peut-être absolument inutile, mais en tout cas qui nous excite. On a hâte d'en parler parce que les destins divers, c'est presque... je vais recevoir Olivier qui va arriver. Voilà. À chaque fois, vous vous souvenez, j'essaye de meubler la conversation. Olivier, te voici avec nous? Ouais. Voilà. Ouais. Hey! Salut à tous! Salut. Alors, Olivier. Bonsoir Philippe, bonsoir Claire. Salut Olivier. Par rapport à cette grande question des destins divers, par rapport à cette grande question des destins divers, j'avais envie d'être un tout petit peu scolaire, quitte à être un petit peu rasante, et de citer un philosophe que je comprends une fois sur 10, mais de manière générale, je préfère ne pas trop comprendre et trouver ça génial plutôt que de comprendre et trouver ça médiocre. Et là, quand même, je dois avouer que j'ai compris ce qu'il disait, c'est Vladimir Jankélévitch, que j'aime beaucoup, et qui dit, au sujet des destins, qui dit ceci: appelons destin ce que fabrique à l'homme les fatalités économiques et sociales, physiologiques et biologiques, les fatalités matérielles en un mot, l'hérédité, l'infinité elle-même, être pauvre de naissance, handicapé par une maladie grave, etc. Voilà ce qui fait partie de mon destin. De ce destin clos et rigide, on peut dire que l'aventure amoureuse ne fait pas partie. L'amour est hors destin, mais il y a autour de ce destin quelque chose d'évanescent et de plus flou qui le cerne comme une aura ou un halo de lumière et que nous appelons du mot féminin de la destinée. Et là, tout de suite, on aurait dû mettre une petite musique en arrière-fond. La destinée, la liberté par laquelle l'homme modifie son propre sort, est elle-même un ingrédient de cette destinée atmosphérique. La destinée donne un sens à des bizarreries arbitraires, absurdes ou décousues que le destin rejette. Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant, les bizarreries arbitraires, absurdes ou décousues que le destin rejette. Olivier, ça te fait pas étrangement penser quand même à l'œuvre de Philippe, ces mots? Oui Philippe, toi, je suis ravi qu'on te reçoive. Voilà, je n'ai pas l'habitude d'être dans la géographie, mais vraiment, je trouve que tu es vraiment un des meilleurs écrivains français et c'est formidable de te recevoir. Ce qui est intéressant dans tes livres, je trouve, c'est une façon de raconter toujours l'histoire de manière singulière, unique. Et alors, je vais te donner vraiment un compliment rare, mais tu me fais penser à ma grand-mère Josepha, qui raconte toujours les histoires avec une sorte de verve et de capacité d'invention, de poésie, d'imaginaire. Alors toi, tu es un grand écrivain, elle est analphabète, mais vous partagez la même force pour raconter des histoires. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qui toi te touche autant, en tout cas dans tes derniers livres, raconter des histoires, des faits divers finalement. Est-ce qu'on peut écrire comme ça à partir de quel est ton point de départ là dans ton dernier livre qui s'appelle Au printemps des monstres? Tu pars de cette brève de journal que tu retranscris d'ailleurs. Un garçonnet est retrouvé et tu retraces l'histoire de cette enquête. Au départ, c'est quoi? C'est une envie de raconter l'histoire de gens anonymes. C'est quoi ce qui t'excite au départ de ce roman? Dis donc, d'abord, j'arrive ici, on me prend Jean Kelly sur pleine tête, je me dis que je ressemble à ta grand-mère, Josepha, et 18 questions en même temps. Ben, c'est ça la causerie, mais il n'y a pas Jean Kelevitch à chaque fois. Écoute, Olivier, ouais, moi, le truc qui m'intéresse, alors je sais pas, destin, destinée, c'est un peu tordu quand même, j'ai trouvé, d'essayer d'expliquer, de définir, de séparer tout ça. Mais en tout cas, oui, c'est les gens, c'est la vie des gens, c'est le seul truc qui m'intéresse. Je me fous des rivières
des zèbres et des autoroutes. C'est la vie des gens qui m'intéresse et donc leur âme, leur parcours, leur chemin, etc. Et dans les faits divers, bah c'est là non seulement d'une part, c'est là que ça se révèle souvent en profondeur, puisqu'on est tous un peu, on vit tous avec nos surfaces qu'on présente aux autres. C'est normal, heureusement qu'on ne se dévoile pas comme ça à chaque coin de rue. Mais dans un fait divers, ça exacerbe beaucoup les sentiments, les réflexes, les réactions des gens. Et puis surtout, l'autre truc vachement bien pour un écrivain, c'est quand il y a eu fait divers, il y a eu enquête, ça veut dire il y a eu dossier, archives. Et en fait, tout est consigné. C'est-à-dire quand il y a un fait divers, tu prends quelqu'un, c'est assez cruel, etc., mais tu le dissèques. Les policiers, les gendarmes, les juges d'instruction, etc., dissèquent la vie et le tempérament de quelqu'un, en garde des traces. Donc, pour un auteur, moi, en l'occurrence ici, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or de pouvoir accéder à ce qu'il y a véritablement à l'intérieur et dans le passé des gens sur lesquels tu te penches. Et après, écoute, on les croise, je sais pas, je pense que dans une journée, toi, comme moi, comme Clarisse, on peut avoir 10 occasions de se sentir attiré ou intéressé par une histoire ou par une personne. Et puis, comme on n'oublie pas quand même que le but, c'est d'écrire des livres, qu'on écrit des livres, une personne ou un fait divers, ça suffit pas. Tu vois, un fait divers, une erreur judiciaire ou un fait divers mystérieux ou spectaculaire, je sais pas quoi, ça suffit pas. Il faut, c'est pour ça que moi, comme d'autres, j'ai plein d'idées sans arrêt, plein de possibilités, plein j'avance vers une histoire. Et puis après, souvent, j'arrête parce que je me rends compte que ça fera pas un livre. Il faut un contexte, il faut des personnages autour, il faut des drames et de la légèreté, de la pesanteur et de la tristesse. Il faut plein de choses pour faire un livre. Donc, voilà. Ok. Alors, justement, par rapport à ça, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ce que tu viens d'évoquer, c'est est-ce que tu crois qu'initialement, il y avait ta manière de regarder les gens qui t'entourent et donc d'être attiré par le sort des autres ou même juste leur silhouette et leurs expressions? Ou est-ce que c'est devenu après une machine qui s'alimente? C'est-à-dire parce que tu sais que tu écris et que tu as besoin d'écrire, maintenant tu jettes ton regard sur les gens que tu vois, sur ton environnement avec quelque chose d'un peu plus, alors pas du tout rapace, mais d'un peu plus avide, qui va peut-être aller chercher, même chez les gens les plus anodins, quelque chose qui pourrait être érigé en destin romanesque. Oui, je pense sincèrement que chez n'importe qui, d'ailleurs ça m'arrive souvent au bistrot ou des choses comme ça, les gens viennent me voir et me disent j'ai lu ton livre, j'ai aimé, tout ça, mais si je te raconte l'histoire de ma grand-mère, Josépha ou autre, ou l'histoire de ma tante ou du voisin de ma tante, ça fait un livre formidable. Et c'est vrai, en vérité, toutes les vies, pour peu qu'on aille vraiment au fond, feraient des livres formidables. Simplement, déjà, on ne peut pas écrire sur tout le monde, et puis on n'a pas toujours la documentation, la matière nécessaire. Mais en vrai, oui, il suffit de regarder attentivement. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans les faits divers. Ce ne sont pas des gens. Par exemple, les serial killers m'intéressent pas beaucoup, parce que ce ne sont pas juste des gens qui ont été pris dans un fait divers, c'est des gens qui ont vraiment, c'est dans leur nature d'avoir un truc. Mais les faits divers, en tout cas, moi, ce dont je parle, ça aurait pu frapper, entre guillemets, soit en tant que victime, soit en tant que suspect, ou coupable, n'importe qui. C'est quand la vie bascule. Exactement. Ce sont des personnes qu'on pourrait croiser dans la rue ou au bistrot, mais tout d'un coup, il se passe un truc dans leur vie qui fait que ils sont tout d'un coup entourés par ce fait divers et donc fouillés, scrutés par tous les enquêteurs, ou l'opinion publique, les médias, etc. Mais sinon, ce sont des gens absolument. Ça ne fait pas quelqu'un qui est suspecté d'avoir tué un enfant, comme Lucien Léger, ou je sais pas, Pauline Dubuisson, ou une fille qui tire sur son. Mon livre s'appelle La petite femelle, une fille qui tire sur son amoureux parce qu'il veut plus être avec elle. C'est pas des clandestins, c'est pas des caractéristiques qu'ils avaient avant. C'est un dérapage. C'est tout à coup un dérapage. Mais donc, ça pourrait vraiment, on dit, c'est un cliché, j'enfonce une porte ouverte, ça pourrait arriver à n'importe qui, mais du coup, ça veut dire que les gens dont on parle quand on raconte un fait divers, ben, c'est n'importe qui, c'est-à-dire c'est tout le monde. Donc, c'est aussi intéressant que la tante du mec qui me dit, la vie de ma tante ferait un tel œuvre si on l'écrivait. Et Olivier, moi, je voulais poser une question, mais peut-être que tu en as une avant, par rapport à ce que Philippe a dit. Je pensais à quelque chose. La dernière fois, je discutais avec mon grand-père. Voilà, toi, tu as Josépha, ta grand-mère. Moi, j'ai Claude, mon grand-père. Il aime beaucoup regarder Faites entrer l'accusé parce qu'il trouve que c'est quand même une matière psychologique et romanesque incroyable. Et il me racontait justement un fait divers. En fait, où on avait retrouvé le meurtrier, mais par une série de concours de circonstances complètement aléatoires et arbitraires. C'est-à-dire, il était quand même
promis à une certaine, enfin, comment dire, pas délivrance, mais a priori, il avait laissé aucune trace ni rien, et par un espèce d'enchaînement bizarroïde, finalement, on l'a coincé. Et en l'écoutant me raconter ça, je me suis dit, ce qui serait hyper intéressant aussi dans un roman, c'est de réussir à restituer, non pas l'enquête, parce que ça c'est hyper courant, hyper banal, mais le lien qui existe entre la victime et son meurtrier. Parce que finalement, quand tu tues quelqu'un ou quand tu es tué par quelqu'un, tu es lié ad vitam aeternam à cette personne. Même, bon, toi, t'es mort, si t'es mort, bon, tu vas pas y penser à ton meurtrier, mais lui, il va y penser, normalement, enfin, voilà. Et puis, même toi, ton destin est tellement infléchi radicalement par ce meurtrier. Et donc, j'imaginais, par exemple, un livre ou un film qui suivrait le meurtrier ou la meurtrière et sa victime dans une sorte de parallèle dans leur vie quotidienne, absolument anecdotique et anodine. Bon, je raconte ça parce que justement, je voulais poser comme question à Philippe, est-ce que le fait divers doit forcément être du point de vue de celui qui l'observe et qui n'a rien à voir ni avec le meurtrier ni avec la victime? Écoute, non, je pense que le fait divers, bon, c'est mieux si c'est raconté par un observateur qui est un peu détaché, qui a un peu de recul. Il faut du recul. Sinon, on tombe dans les chaînes infos de maintenant ou les journaux qui peuvent pas faire autrement. Hein. Ils sont obligés de réagir dans l'instant. Mais des choses soit qui sont fausses, soit qui restent complètement en surface. Donc, pour bien parler d'un fait divers ou de ses protagonistes, il faut du recul. Donc, je pense que c'est mieux si tu n'es pas impliqué. Mais après tout, pourquoi pas? D'ailleurs, ça a dû arriver. Hein. J'imagine que quelqu'un de coupable ou de suspect, mais même véritablement coupable, raconte. Évidemment, la victime, c'est plus dur pour écrire un livre. Mais ça peut arriver. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a pas seulement, tout à l'heure, je disais, un fait divers, tout d'un coup, ça te tombe dessus. En fait, ça tombe sur deux. Ça tombe sur même plus que deux. Ça tombe sur la victime, le meurtrier ou la meurtrière, mais aussi éventuellement quelqu'un qui est accusé à tort. Enfin, ça tombe sur plusieurs personnes en même temps. Et quand tu dis, donc c'est des gens qui sont, pour la plupart, sauf encore une fois des cas particuliers comme dans un serial killer ou un coup furieux qui veut tuer tout le monde, je sais rien. Mais sinon, dans un fait divers, disons un crime passionnel, ce sont des gens normaux. Et comme tous et quand tu parles de deux destins ou destinés, je ne sais pas ce que dirait notre grand maître à tous, qui finissent par se croiser, c'est intéressant et c'est ce que font tous les amoureux. Moi, j'ai fait ça, on a fait ça avec ma femme, par exemple. On se rencontre, il y a belle lurette, en 98. Et le nombre de hasards, de petits décalages dans ta vie qui font que tu vas te retrouver au même endroit à la même seconde et que tu vas te regarder et que tu es dans l'état d'esprit où tu peux tomber amoureux de quelqu'un, c'est vertigineux. Enfin, c'est plus que vertigineux. On a l'impression je pense que c'est pour ça que les gens croient en Dieu et tout ça. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression que oui, on est des petites marionnettes. Tiens, tu vas déménager, ne prends pas l'appartement du boulevard Richard Lenoir, prends plutôt l'appartement de la rue Gauthier et tu te rends compte que ta femme ou ton mari ou celui dont tu es amoureux ou celui qui va te tuer a suivi exactement un chemin pour que ping. Mais peut-être que si tu n'avais pas emménagé ou déménagé boulevard Richard Lenoir ou ailleurs, tu aurais quand même rencontré une femme de ta vie ou un meurtrier. C'est ce qu'on ne sait pas. Oui, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne saura jamais. C'est pas la peine de trop creuser la tête. Peut-être que tu aurais été tué par quelqu'un d'autre. Peut-être que tu aurais été c'est les fameux films, comment s'appellent ces films où ta mort est annoncée là et où et certains Destination Finale, quelque chose comme ça. Ah oui, sans doute, tu vas me rendre cinéphile. Où tu peux pas échapper, même si tu arrives à contrôler le destin. La fatalité te rattrape. Et tu sais qu'il y a un camion qui va te percuter, tu arrives à éviter. Le lendemain matin, il y a un chauffeur qui tombe sur la tête et tu meurs. Enfin voilà, mais c'est des choses, mais c'est intéressant de parler du destin. Et en même temps, quand on parle du destin, on parle forcément de quelque chose de mystique et de presque religieux, quoi, parce que pour croire que quelque chose guide tes pas, etc., alors soit c'est le hasard, soit tu crois vraiment à quelque chose supérieur qui te guide vers le mec de ta vie ou vers la personne qui va te tuer ou que tu vas tuer ou qui va t'envoyer en prison toute ta vie. Comment croire à ça? Alors, tu connais toi, Olivier, la phrase qui dit que Dieu, le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. J'aime beaucoup cette phrase parce que justement, j'ai remarqué qu'elle restitue à la fois le mystère de ce qui nous arrive et qu'on peut pas vraiment déchiffrer et qu'on est obligé d'accepter, qui peut être justement une forme de fatalité, et en même temps le côté ludique de tout ça. C'est pas très grave. Bon, voilà, si on se prend un pot de fleurs et qu'on meurt, c'est grave. Et ça reste quand même assez sympathique de mourir comme ça.
Mais toi, qu'est-ce que tu penses, Olivier, de cette donnée-là, de la fatalité qui finalement, un drame est un drame et ce qui doit arriver, peu importe ce qu'on fait, rien ne pourra, il est imparable, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est très poétique aussi l'idée du destin quand on la voit dans les films d'une certaine époque, justement, les films de Carnet, les films où il y avait comme ça des figures comme ça, tout à coup le destin arrive et donne une couleur romanesque à quelque chose, à une histoire. C'est très beau. Et puis après, dans le fait divers, il y a la manière de le raconter, bien sûr, tout ce que ça permet. Et puis il y a le fond, quoi. Il y a cette idée qu'il y a des tragédies comme ça qui résonnent en nous très fortement. Et je pense que c'est pour ça que les artistes, de manière générale, peuvent être très saisis parce qu'il y a une dimension de réalité très, très. Est-ce que c'est une manière d'être au plus près du réel, de partir de faits divers? Je sais pas. Moi, c'est un petit peu la tentation que j'aurais. Je pense, je me dirais, oui, là, j'invente pas. Je suis vraiment dans ce qui n'est pas littéraire au préalable et je suis vraiment dans la réalité de ce que vivent les gens, de l'histoire, de tout ce aussi à quoi renvoie un fait divers, à toute une époque, à toute une histoire. Donc peut-être que c'est aussi chercher à écrire le réel, parce que si je pense à tes premiers livres, Philippe, il y a aussi des livres qui sont plus proches, je sais pas si c'est le terme, mais de l'autofiction, de raconter un petit peu, en tout cas, de partir comme ça d'un personnage qui est très proche de toi. Et là, tu t'éloignes un peu, entre guillemets, peut-être. Comment tu vis cette trajectoire de ton œuvre? En fait, je me dis, c'était presque comme une sorte d'entraînement, c'est-à-dire donc j'ai écrit une quinzaine de livres ou 14, les 7 premiers, c'est vrai, je sais pas si on peut dire que c'est de l'autofiction, c'est quelque chose qui ressemble, en tout cas, c'est-à-dire que ça suit, ce sont des personnages qui ne sont pas vraiment comme moi. J'ai un livre où le type a des parents odieux, alors que mes parents sont extrêmement gentils, etc. Mais qui suivent quand même ma vie, tu vois, qui suivent un peu les étapes, les grandes étapes, la rencontre avec ma femme dont je parlais, le cauchemar de la vie de couple, un enfant, etc. Enfin, les 7 premiers livres, je me regarde, alors je ne regarde pas le nombril, mais je me sers de sujets. Oui, bien sûr. Et finalement, je me dis avec le recul, mais on sait, je pense, comme toutes les autres actions de la vie, mais quand on écrit, on ne voit ce qu'on fait que plus tard. C'est moi, évidemment, c'était pas que je me suis pas dit, pendant 7 livres, je vais m'entraîner sur moi, de faire comme si j'étais un personnage de fait divers. Je suis pratique, je suis juste à côté, je peux m'observer, ça dérange personne. Évidemment, c'est pas ça. Mais avec le recul, c'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire que j'ai écrit 7 livres sur moi. Ben, alors, ma vie est devenue complètement d'une platitude, d'une monotonie terrible qui me plaît tout à fait, mais qui, pour la littérature, est consternante. Et donc, je me suis dit, bah, je vais raconter la vie d'autres gens qui vivent des trucs, en l'occurrence, des faits divers, des trucs dramatiques ou mouvementés, etc. Mais finalement, avec le recul, c'est comme si j'avais commencé comme ces films, genre Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où ils testent sur lui les médicaments, les produits qu'ils vont ensuite tester sur d'autres. Moi, c'est un peu comme si j'avais testé l'étude d'un petit fait divers intime, c'est-à-dire la vie est quand même, ce sont des faits divers pas très populaires qui t'amènent pas en prison, mais enfin, c'est quand même, il y a du mouvement, il y a des drames, il y a des joies, il y a des péripéties. Ouais. Et puis, plus à l'aise, au bout de 7 livres, quand même, d'une bonne quinzaine d'années, je me sens suffisamment entraîné pour aller m'attaquer à Pauline Dubuisson, Bruno Sulat, Henri Girard, etc. Mais finalement, ça revient presque au même. Et d'ailleurs, un de mes livres, vers la fin de cette série des livres que j'écrivais plutôt sur ma vie, il y a quelque chose qui ressemble vraiment à un fait divers familial et qui n'a pas été très grave, mais qui est, on a été, ma femme, notre fils et moi-même, en vacances en Italie, on a été pris dans un incendie gigantesque. Ça peut être de l'ordre du fait divers et j'essaie de décrire ça. Et mes sujets d'études sont tout proches puisque c'est une petite cellule familiale. Mais ouais, tout se rejoint, tout se recoupe. Et même les faits divers, moi, on me dit souvent, mais vous êtes passionné par le sang, par les crimes, par la violence. Pas du tout, du tout. Si je pouvais, si par exemple on avait les dossiers de 20 000 pages sur la vie de tel boulanger ou de tel dentiste, je l'écrirais avec le même plaisir. Sauf qu'en général, quand tu es boulanger ou dentiste, il n'y a pas plein de mecs qui viennent enquêter sur ta vie, qui interrogent tous les gens que tu as connus depuis l'enfance, etc.
On a un scoop sur ton prochain livre. Mais justement, je voulais poser la question de quel est le sismographe de ce qui fait événement ou de ce qui fait date dans une vie suffisamment pour qu'on se penche dessus et qu'on ausculte les protagonistes de cette affaire. Par exemple, si on prend une machine à laver, le jour où elle tombe en panne, c'est un fait divers dans sa vie. Alors, est-ce que le fait divers, c'est proportionnel à l'intérêt que ça va susciter une fois que ça se passe, ou est-ce que c'est proportionnel à comment dire, à l'intensité tragique que ça provoque ou à la capacité à créer des effets papillons dans la vie des autres? C'est vrai, c'est ça, parce que moi, je considère pas du tout les médias comme un bon baromètre. Les médias, ils font feu de tout bois. Oui, c'est sûr que s'il y a du sang, une affaire un peu d'adultère, un père qui trucide toute sa famille, il se jette dessus. Mais dans le cœur des lecteurs, il y a une capacité à adhérer plus ou moins à certains faits divers. Et ceux-là, est-ce qu'ils sont, par exemple, par essence, un peu shakespeariens, c'est-à-dire toujours les thèmes un petit peu, tu vois, philosophiques et existentiels? Ou est-ce que finalement c'est parce on peut s'identifier, donc même si c'est un boulanger comme tu disais Philippe, si ce boulanger parle dans sa manière d'être, dans son expressivité quand il passe à la télé, s'il touche beaucoup de gens, bah on a envie on a envie de connaître et d'aller au plus près de ce qui a remué sa vie, ce qui a fait basculer sa vie. Ah. Oui, tu montres quelque chose. J'étais en train de montrer une des premières pages de ce dernier livre où effectivement tu as plusieurs faits divers. Ça rejoint un petit peu ce que disait Clarisse. Et tu parles des bagarres entre les Argentins et les Péruviens après un match de foot. Donc il y a tout un tas de faits divers de l'époque. Effectivement, qu'est-ce qui fait que tu vas t'intéresser davantage à l'histoire de ce garçonnet assassiné plutôt que à des batailles entre supporters? Ça, évidemment, j'imagine que c'est ta propre sensibilité aussi et la dimension peut-être universelle ou pas de… Oui, c'est ça. C'est-à-dire que heureusement, il y a plein d'histoires à raconter, il y a plein de gens pour les raconter et chacun… mais il y a toutes sortes de… Pour certains, pour que ce soit intéressant, ce qu'on appelle un fait divers, quand Clarisse parlait d'un décalage, pour moi, c'est ce qui suscite un décalage. Ce qui est intéressant, c'est ce qui fait que tu sors de tes rails, de la surface, l'apparence que tu peux donner tranquillement. Mais ça peut être, pour certains auteurs, ça a été, je sais pas, la guerre de 14, quoi. C'est-à-dire, c'est le gros fait divers qui a tout fait exploser. Ça peut être un crime passionnel ou un crime mystérieux comme dans le Printemps des monstres, mais ça peut être des choses. Quand tu dis la machine à laver qui tombe en panne, je suis sûr que quelqu'un pourrait écrire un très bon livre sur un mec qui a une vie parfaitement stable, blague à part, tu vois. Ouais. Et sa machine, alors évidemment, si juste il appelle le plombier, il arrive, il répare, c'est pas très intéressant. Mais ça pourrait. Emmanuel Carrère, il écrit un livre qui s'appelle La Moustache, où c'est juste un mec qui se rase une moustache, ça chamboule toute sa vie, quoi, tu vois. C'est le petit fait divers, tu vois. Il va pas avoir à BFM, machin, c'est raser la moustache. Mais tout est une question d'échelle et moi, alors chaque auteur ou chaque cinéaste, hein, j'imagine, trouve le niveau qui lui va. Moi, des faits divers qui concernent peu de gens, qui sont des faits divers du quotidien, en rapport avec l'amour ou avec l'argent, enfin avec des choses assez quotidiennes, pas les grandes guerres, pas les. Moi, c'est ce qui me permet. Chacun trouve comment entrer dans une histoire où on se sent ni trop petit, ni trop grand, ni intrusif, et qu'on arrive surtout. Le but, c'est de dire des choses sur la nature humaine. Le but, enfin, c'est de raconter une histoire, mais c'est de dire des choses sur la nature humaine. C'est-à-dire je sais pas, le petit chaperon rouge, c'est un fait divers, ou la chef de Monsieur Fedin. J'aime bien ce fait divers parce que on ne sait pas si c'est vrai ou pas. C'est peut-être vrai. Il y a peut-être un type, il était fermier, sa chèvre, elle a mangé la corde, elle est montée en montagne, elle s'est fait bouffer, il a raconté ça au village, c'est devenu. Ou alors, c'est peut-être complètement inventé, et c'est peut-être des hommes qui se sont dit comment on va faire comprendre aux femmes qu'il ne faut pas qu'elles se barrent et qu'elles doivent rester à la maison faire la cuisine. On va prendre une chèvre, etc. Et hop, la chèvre, elle est prise de liberté, elle se fait bouffer. Exactement. Et on ne sait pas si c'est vrai ou faux, en fait, cette histoire. Donc, le but, c'est de raconter une histoire et dans cette histoire, de faire passer des opinions, des sentiments, des regards. Ouais, mais alors, quelle est cette fameuse nature humaine dont on entend tellement parler? Et c'est vrai que, bizarrement, quand on en parle, on se dit, bah oui, la nature humaine, quoi. C'est comme quand on entend parler de la Terre qui va mal. On se dit, oui, bah la Terre, mais enfin, les 3/4 des gens, enfin, les 9/10 des gens ne savent absolument pas ce que c'est que la Terre. On n'a pas expérimenté ni sa rondeur, ni son immensité, ni sa diversité, ni sa richesse. Donc, la nature humaine, comment ça se fait qu'on en ait une intuition si juste? Et surtout, comment ça se fait qu'on ait le désir si fort quand on est artiste de vouloir
exprimer quelque chose d'elle, une quintessence, ou justement par la périphérie, de vouloir en exprimer la centralité ou l'essence. C'est quoi la nature humaine pour toi, Philippe? Écoute, la nature humaine, pardon, on est bien su ici. Il y a des olives, il y a du whisky, on est bien su. Du coup, je me fais rouler, on parle de finir mon whisky. Écoute, oui, non, c'est pas tous les artistes qui s'intéressent à la nature humaine. Tu as des artistes qui s'intéressent. Tu prends un peintre, il y a des peintres qui ont fait toute leur vie sans un personnage humain qui s'intéressent à la beauté d'une forêt, d'une montagne, d'une rivière, etc., à la beauté de la vie sur Terre en général. Chacun, t'en as d'autres qui sont vraiment intéressés par des choses très, très précises. Moi, c'est dans la vie en général et donc dans ma, je sais pas comment on peut appeler ça, ma position d'artiste, oui, bon, mon travail d'artiste, d'écrivain en tout cas. Moi, dans la vie en général, c'est les gens qui m'intéressent. C'est-à-dire que tout à l'heure, avant qu'on commence, tu me demandais pourquoi j'aimais le métro. C'est pas que j'aimais être sous terre spécialement, c'est que dans le métro, tu es enfermé avec plein de gens qui, en plus, on dit, et c'est vrai que dans le métro parisien, tout le monde fait la gueule, tout le monde est dans son monde, mais du coup, comme tout le monde est dans son monde, ou dans son téléphone, ou dans un livre, ou je sais pas quoi, bah toi, tu peux les observer discrètement. C'est exactement pour la même raison que j'aime aller manger au restaurant tout seul. Alors, il faut lutter contre les regards apitoyés des gens à côté, tu sais, qui regardent le pauvre, là, tout seul. L'air pensif, en fait, je suis pas pensif, j'écoute, je regarde. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et donc, je pense que vraiment, il y a un domaine dans la vie où on peut être à la fois sincère, honnête et entièrement libre, c'est le domaine artistique, quel qu'il soit, hein, la littérature ou plein d'autres. Et donc, il faut que ça traduise. Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais boire la bougie. La vanille était trop envahissante. Il faut que ça traduise ce que tu aimes et ce qui te passionne et ce qui te tourmente ou je ne sais quoi. Dans la vie, c'est une expression. Je dis que les gens, la nature humaine, je sais pas vraiment ce que c'est, mais l'âme humaine, je ne sais quoi, me passionne. Mais aussi, quand tu es artiste, le but, c'est évidemment d'apporter des choses aux gens, aux spectateurs, aux lecteurs, aux gens qui vont dans un musée regarder l'étoile, leur apporter des choses qui les font changer, ou qui les modifient, ou qui leur font plaisir, ou qui les amusent, ou tout ce qu'on veut. Mais les meuvent, oui, les meuvent et les émeuvent. Mais le but aussi pour moi, c'est d'exprimer sa nature humaine à soi. C'est-à-dire que pour moi, et c'est pour ça que c'est, à mon avis, le travail d'une vie, et que même à la fin d'une vie, on n'y arrive pas, c'est un exercice de traduction. Il y a quelque chose, un esprit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une âme, un cœur, des sentiments, et il faut trouver un moyen de le traduire en petites lettres noires sur du papier blanc ou en couleur sur voilà, pour que ce soit compréhensible, lisible, visible, audible. Sans non plus faire des étiquettes et des cases, justement, pour fuir les étiquettes de la société. Pourtant, c'est quand même normé, comme tu dis, des petites lettres noires sur du papier blanc en ligne parallèle ou des. Il y a quand même un cadre à chaque fois dans l'art. Mais le but, c'est de l'élargir le plus possible, ou en tout cas de le faire. Et puis d'aller au-delà, dans un coup, prendre la musique. Je suis nul en musique, je suis pas spécialiste du tout de musique, mais tu prends un piano, c'est juste, ça fait ça fait ding, l'autre ça fait dong, et l'autre ça fait bing. Ah non, t'as l'air génial en musique, hyper talentueux. Ding dong bing. Et ça peut faire pleurer des gens. C'est incroyable quand même que juste des sons, si tu les arranges d'une certaine manière, il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens, ça va leur donner envie de se suicider, il y a des gens qui vont tomber amoureux. C'est fou, ça peut prendre quand tu y penses, c'est fou. Et que des petits signes ronds, carrés, une barre vers le haut, une barre vers le bas, ça procure. C'est vraiment, pour moi, c'est comme tu traduis du chinois en français ou du vénézuélien en norvégien. C'est aussi mystérieux que ça. Et le message passe. Sauf que là, c'est traduction de quelque chose qui n'existe pas, qui est une sorte de matière, je ne sais pas quoi, ou de brume qu'on a à l'intérieur de soi. Et il faut essayer de le traduire de manière concrète, tangible. Et ça provoque. C'est comme le téléphone. Quand on pense au téléphone, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on te dit, oui, c'est normal, c'est des impulsions électriques qui reconstituent la voix de l'autre côté du téléphone. Les impulsions électriques, c'est ding, 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 c'est des chiffres, et on entend ta voix. C'est-à-dire que toi, quand tu parles au téléphone, on entend exactement le son de ta voix. C'est un truc de fou. Enfin, je suis un vieux schnock, etc. Mais moi, ça me sidère. Ça me sidère. Et j'imagine les premières personnes qui ont eu un combiné, tu sais, et qui se passait en plus. Et qui entend, mais c'est la voix de mamie Josépha, quoi. Tu vois, c'est exactement sa voix. C'est un truc extraterrestre. Ouais, surtout que la voix, c'est encore plus fort et émouvant que toute l'image restituée, je trouve.
Juste Oui. une voix, c'est très fort. C'est Oui. presque le son de l'âme, quoi, la Et texture tu de sais l'âme. pas pourquoi tu reconnais une voix plutôt qu'une autre, mais tu peux pas te tromper. Si tu entends la voix de Ouais, tout à fait. grand-mère Josépha, tu sais, enfin, il faut vraiment la connaître, mais tu sais que c'est elle, comme, parce que plus que si tu la vois. Eh ben, il y a un truc qui est juste des petits signes, je sais même pas ce que c'est dans le téléphone, des fréquences, des trucs, et qui te restituent la voix comme, tu vois, on n'a pas réussi à faire ça avec l'odeur, par exemple. Ouais. On peut pas dans un Non, téléphone on peut même pas s'en t'envoyer souvenir d'une odeur. Oui, en plus. Et ben voilà. Et ben pour moi, le travail artistique, c'est exactement ça. C'est trouver un moyen, avec des signes ou des couleurs ou des bing, dong, bing, de transmettre une émotion. C'est quand même magique, quoi. C'est magique. Et alors, Olivier, moi, on va inviter quelqu'un à poser une question à Philippe, mais juste avant, si Philippe peut répondre à cette question de manière un tout petit peu concise, pas du tout. Non, c'est génial, pour pas que nos invités attendent trop longtemps. Est-ce que tu penses que donc s'il y a des destins, est-ce qu'il y a des non-destins, comme par exemple, Emmanuel Gove s'est penché sur la vie d'être pas que lui d'ailleurs, même Pessoa, enfin énormément d'auteurs se sont penchés plutôt sur des vies qui étaient justement plates, mais de manière proéminente et saillante, ce qui est peut-être un peu paradoxal. Est-ce qu'il y a des non-destins? Est-ce qu'ils sont intéressants d'un point de vue romanesque? Philippe, est-ce que tu peux répondre de manière concise à la question est-ce qu'il y a des non-destins? Non, je pense, encore une fois, c'est un cliché, mais je pense que même si moi je suis contre l'idée de base du politiquement correct, dont moi je commençais à entendre parler il y a 30 ans, et l'idée de base du politiquement correct, c'est tout se vaut. C'est-à-dire la parole d'un chauffeur de taxi, je ne méprise pas du tout, au contraire, vaut exactement pareil que la parole de Lankelevitch ou de Shakespeare. Donc je dis pas ça, mais la vie de ma mère, qui a eu une vie extrêmement paisible, sans éclat, et évidemment un destin. Je pense que le non-destin, la seule possibilité du non-destin, c'est l'enfant mort-né, tu vois. C'est-à-dire, c'est vraiment, là, tu peux dire non-destin, mais dès que tu vis, même si pour d'autres, ça peut paraître, même si pour les grands héros de guerre, le mec qui a juste, qui a pris un risque pendant la résistance, jusqu'à débrancher une prise, pour lui, c'était, voilà, il aurait risqué pareil. Alors, les grands héros disent, bah, ça, c'est pas vraiment un destin, mais en fait, si. Quand je dis ça, justement, j'ai l'impression d'être politiquement correct, mais en vrai, c'est ça. Et quand les gens, c'est pour ça que je ne me moque pas du tout, moi, des gens dans les bars qui me disent, ma grand-mère a une vie incroyable, il faudrait que tu la racontes, tu vois. Ou, en fait, en vrai, ce que me disent la plupart du temps les gens, pardon, je suis pas très concis, c'est pas ma grand-mère, c'est, je vais te raconter ma vie, tu peux en faire, c'est hyper touchant. Et évidemment, je me moque pas du tout et je ne peux pas, parce que c'est vrai. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être, je sais pas, Jean Moulin ou le Chevalier Bayard pour que ça soit intéressant à raconter. La vie de ma mère, c'est une vie. Elle est poignante, oui, tout à fait. Alors, on va peut-être inviter notre première invitée. Bon, je suis désolée, je suis pas très bonne. Voilà, Taël Boost. Et puis, voilà, donc, lancer un direct avec Taël qui va apparaître à l'écran en troisième écran. Je pense que ça devrait fonctionner. Voilà. Salut Taël. Bonjour. Bonjour Taël. On a déjà beaucoup parlé de toi avant même que tu n'arrives. Philippe a une petite anecdote amusante à raconter. Oui, une petite anecdote. Olivier me dit, oh, tu verras, il y a deux personnes qui vont intervenir, deux internautes pour te poser des questions, etc. Et puis juste avant que ça commence, il parlait presque tout seul, ou Clarisse dit, bon, il y a Taël Boost. Et je dis, Taël, là, je viens de faire 4 mois et demi de tournée de promo pour mon livre. C'est-à-dire que je suis allé de Marseille à Dunkerque, en passant par Brest, Nancy, Biarritz, Annecy, je ne sais quoi, et même un peu à l'extérieur. Il n'y a presque pas un endroit sur 4 mois et demi de salon du livre et de librairie où quelqu'un n'est pas apparu en me disant « Ah, je dois t'embrasser de la part de Taël ». Alors, je ne sais pas quel est ce réseau extraordinaire que tu as créé. Il faudrait mettre ça à jour, tu vois, dans le genre fait divers. J'ai l'impression que tu as des agents ou des envoyés dans toutes les communes de France. C'est ça. Mais ils t'ont acheté des bouquins au moins. Oui, mais toujours en me disant « Et bonjour de Taël ». C'est trop mignon. Alors Taël, est-ce que tu voulais poser une question ou est-ce que tu voulais dire juste bonjour? Ah bah, j'ai envie de dire bonjour, mais j'ai quand même fait mes devoirs et préparé une petite question pour Philippe. Ma question, c'était que aussi bien dans tes romans première période, puis autofiction, que dans La Petite Noël ou Au Printemps des Monstres,
Ton écriture, elle pourrait être qualifiée de féministe. Et je me demandais si, à ton avis, elle l'était dans une démarche volontaire ou presque malgré toi. Et si tu avais une opinion, qu'est-ce qu'est une écriture féministe de manière générale? Alors, écoute, c'est compliqué parce qu'en plus, moi, c'est délicat à dire, mais j'ai un problème avec ce mot féministe, c'est-à-dire que quand tu dis capitaliste, c'est quelqu'un qui préfère le capital à toute autre chose. Quand tu dis communiste, c'est quelqu'un pour qui le commun, la mise en commun des trucs est plus important. Donc féministe, ça voudrait dire que je considère que les femmes sont plus importantes que les hommes. Non, évidemment. Ou que tout le reste. Ou que tout reste. Alors oui, plus que le capital. Non, mais blague à part, non, c'est juste que j'aime les femmes comme j'aime les hommes, et qu'il se trouve que les femmes, quand j'écris La Petite Femelle, tu vois, Pauline Dubuisson, c'est 1950, il valait mieux être un bonhomme en 1950 que Pauline Dubuisson. Et donc, évidemment, moi, je suis évidemment touché par les injustices, par les douleurs, par les frustrations. Là, il y a Olivier qui est en train de se casser la figure. Et donc, évidemment, mais même aujourd'hui encore, bien sûr, hein, aujourd'hui aussi, tu vois, quand tu t'intéresses aux gens, c'est pas que je préfère les femmes aux hommes. En vrai, si, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que, voilà, elles ont vécu quand même depuis quelques millénaires, tu vois, des choses quand même plus douloureuses, plus injustes, plus courageuses, enfin que pas mal d'hommes. Mais tu vois, la Serpe, je parle de Henri Girard, ça, de la vie de ce type m'intéresse pour plein de raisons et qui sont d'ailleurs aussi des raisons de regard que les gens ont porté sur lui, d'injustice dans les commentaires qu'il y a eu sur lui et dans la manière dont on l'a traité et abordé. Enfin bref. Mais évidemment, je me sens féministe, oui, mais c'est comme si tu me disais, est-ce que je suis roussiste, c'est-à-dire que je défends les roux, les pandarous, oui, je parlais des roux, tu vois. Donc évidemment, oui, je trouve qu'évidemment, mais peu de choses me font autant plaisir que quand, comme on sait, des femmes lisent beaucoup, beaucoup plus que les hommes, c'est-à-dire que quand je fais des rencontres dans une librairie ou dans une médiathèque ou dans les salons du livre, quand les gens viennent acheter des livres, c'est 80-90% de femmes, vraiment, c'est pas anecdotique. Et rien ne peut me faire plus plaisir que quand une lectrice me dit ça m'a touché parce que j'ai senti que vous compreniez un peu. On peut pas, un homme pourra jamais vraiment comprendre, par exemple, le viol. Tu vois, c'est absolument impossible. On peut se projeter, on peut s'approcher, mais alors comprendre c'est impossible. Mais quand une lectrice me dit ça, ou toi, ce que tu viens de me dire là, évidemment, ça me touche profondément. Ouais. Humaniste. Oui. Par rapport justement à la question féministe, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, Philippe, parce que je suis assez d'accord aussi. En fait, je pense que c'est bizarre de départager l'humanité en deux grandes catégories, alors que les femmes entre elles et les hommes entre eux, ou même de manière transversale, n'ont qu'une hâte et n'ont qu'une obsession, c'est de se singulariser, non pas par rapport à leurs congénères du même genre, mais par rapport à l'humanité entière. Et en littérature, je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement de se mettre à la place de l'autre. T'as piqué mes lunettes. Tu te mets à la place de Clarisse, là. Mais de se mettre à la place de l'autre, mais justement dans ce qu'il a de familier et d'étranger à la fois. Et je pense que moi, par exemple, quand j'écris, je me sens une femme à plein d'égards, mais je me sens étrangement humaine, je me sens étrangement vivante, en fait. C'est pour ça que j'ai du mal un peu avec le côté une littérature féministe ou une littérature ceci, cela. Parce que, bon, oui, enfin, il y a des causes qui doivent être absolument défendues, parce que l'histoire s'est organisée de sorte à minimiser le destin de certaines catégories. Donc, il faut que ces catégories soient réévaluées et réhabilitées, surtout. Mais la littérature, je pense que ça échappe un peu à tout ça. Je sais pas si tu es d'accord, Taël, mais ça devrait au contraire valoriser l'invalorisable, enfin ce qui n'avait pas forcément vocation à être le centre de l'attention. Mais c'est pas plus les femmes, dans ces cas-là, c'est pas plus les femmes que l'animal, qu'un nuage dans le ciel, qu'un événement que tout le monde a oublié ou qu'un objet, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, en fait, c'est pas tellement l'approche militante que je mettais en avant, c'était peut-être le côté très injuste et comme tu soulignais, Philippe, qui touchait particulièrement Pauline Dubuisson, par exemple, dans La Petite Femelle.
qu'on ressent beaucoup dans l'écriture, ce souhait de rétablir aussi une forme de vérité par rapport à un parcours, quoi. Oui, je pense que si tu regardes les choses avec à la fois avec d'ailleurs c'est au début de La Petite Femelle que je dis ça, il faut regarder dans la vie en général avec détachement et bienveillance. Si tu regardes que ce soit la vie des femmes, des enfants ou euh, de tout, oui, avec le cœur ouvert et calme, voilà, il ne faut pas être un génie pour non pas se mettre à la place d'une femme, mais pour comprendre ou s'approcher en tout cas de ce qu'elle peut ressentir. Pauline Buisson, tout le monde, quand j'écris La Petite Femelle, quand les gens lisent La Petite Femelle, ont l'impression que c'est une prouesse. Ça me fait très plaisir, hein, mais on me dit, mais c'est fou, on dirait que vous avez vraiment compris la vraie nature des femmes, de cette femme, et donc des femmes. Oui, j'espère, mais c'est voilà, on peut écrire par exemple sur, je sais pas, Dickens, il écrit sur Oliver Twist. Pourtant, Dickens n'est pas un petit enfant, et pourtant on peut, si on vraiment regarde les choses à la fois calmement, avec assez de recul et assez de gentillesse, voilà, on peut. C'est pas un exploit d'écrire un livre de 700 pages sur une femme qui a souffert et injustement souffert. Sur quelqu'un d'autre que soi. Sur quelqu'un d'autre que soi, exactement. Et finalement, écrire sur un homme, quand tu es un homme, il n'y a pas une énorme différence entre, c'est-à-dire femme et homme, on n'est pas pareil, c'est sûr, mais on n'est pas non plus un zèbre et un hanneton, quoi, ou un extraterrestre de Vulcain et un boulanger de Limoges. C'est quand même, on peut se comprendre, heureusement. On peut, ouais. Et quand bien même on serait si différents, justement, tout l'objectif, c'est aussi de voir à quel point la différence sur certaines plateformes ou dans certains territoires est plutôt, comment dire, transcende les différences d'une certaine manière, parce que tu dis on n'est pas des zèbres, mais bon, je vais pas lancer ce débat-là, mais peut-être que les zèbres ont une certaine capacité à ressentir, à regretter, à désirer. Et qu'est-ce qui est à l'origine de l'empathie ou de la compassion? C'est justement le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre, même si on n'a pas le même corps, même si on n'a pas les mêmes sensations, mais d'imaginer qu'on puisse avoir les mêmes sentiments profonds. Donc peut-être qu'on n'est pas si loin des zèbres, des cloportes, et qu'il faudrait qu'on s'intéresse un petit peu aux faits divers des infanticides chez les cafards, par exemple. Oui, mais tu vois, je pense qu'il est plus facile pour un homme de comprendre une femme que pour un zèbre de comprendre un mouton. Enfin, peut-être je m'avance. Mais... Et d'ailleurs, tiens, c'est marrant parce que regarde, moi, on me dit, oh bravo, vous avez vraiment réussi à comprendre cette femme, les femmes, cette femme. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont écrit sur des hommes. On leur dit pas, oh c'est incroyable, vous avez compris la mentalité, l'âme masculine. On le dit pas. Donc c'est parce que nous on nous prend un peu pour des gros bourrins, quoi. C'est pour ça. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Le mec il a réussi un peu à comprendre la psychologie féminine, bravo. Mais nous ne sommes pas des bourrins. Olivier, on est des gros bourrins, non. Mais Olivier, c'est aussi Olivia, c'est tout un charme et un mystère. Mais oui. Taël, est-ce que tu veux poser une autre question ou alors on va inviter notre autre invité? Bah, si j'ai le temps, moi j'ai encore une question. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai fait une remarque que tu avais faite lors d'une rencontre, Philippe, et je voulais revenir là-dessus. C'est Oscar Wilde qui disait que sois toi-même, les autres sont déjà pris. Et je crois que toi-même, tu disais que tu n'aimais pas trop les phrases d'expression faites et les expressions en fait communes. Qu'est-ce qui fait pour toi la couleur d'une écriture d'un auteur? Écoute, c'est assez simple en fait. Moi, c'est simplement quand je lis un livre, et c'est pas parce que j'écris des livres. Si si je faisais un autre métier, mais ça, je pense que je penserais pareil en tant que lecteur. J'ai besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais pour moi tout travail artistique, c'est la traduction d'un état intérieur vers quelque chose de compréhensible par les autres. Donc moi, j'ai besoin quand je lis un livre d'entendre. Alors évidemment, j'ai besoin d'une bonne histoire, de m'amuser, d'être du suspense ou d'être remué, d'être triste. Mais avant tout, moi, j'ai besoin d'entendre quelqu'un, qu'il soit mort ou vivant. C'est d'ailleurs ce qui est merveilleux. C'est que tu lis un livre de, je sais pas, Stendhal, il est mort depuis belle lurette, et pourtant tu l'entends, il est là, il te parle, quoi. Tu vois, moi, c'est ce qu'il me faut dans tout travail artistique, mais dans la littérature en particulier. Et donc, évidemment, si j'ai une telle haine un peu puérile pour les clichés, c'est que chaque cliché
chaque cliché éloigne de la personne. Tu vois, c'est pratique les clichés. Hein, quand tu veux dire j'ai mal aux jambes, tu dis j'ai les jambes en coton. Il y a un mec, un jour, il a écrit j'ai les jambes en coton, génie. Image parfaite, tout le monde voit ce que c'est. Quand toi, tu dis, pas toi, non, quand un auteur voit dans un livre, en plus, je me dis, des livres, on n'a pas souvent l'occasion d'en écrire, encore moins d'en publier. Quand tu mets j'ai les jambes en coton, trouve autre chose. J'ai le cœur qui bat la chamade. J'ai le cœur qui bat la chamade. Blonde comme les blés. Oui, toutes ces conventions, en fait. C'est pratique. C'est exactement comme la cuisine. Tu prends un bouillon cube au lieu de faire ton bouillon. C'est pratique. Et on ne peut pas faire du... Je suis nul en cuisine, hein, on dirait que je donne des leçons, mais on peut pas faire un bouillon de légumes tous les jours. Mais voilà, si on peut le faire, c'est mieux. Et je trouve... Alors, c'est marrant parce que j'étais je devais faire une leçon dans un lycée. On m'avait demandé de faire une leçon de littérature à des lycéens. Alors déjà, je n'étais pas sûr que ce soit une très bonne idée. J'avais plutôt envie de discuter avec eux, etc. Mais donc, je savais pas quoi faire. Je me dis comment je vais pas les gonfler, faire un truc trop scolaire et tout. Et donc, j'ai basé ma leçon magistrale d'une heure là-dessus, sur écrivez, même pour écrire un mail à votre amoureux ou une carte à votre grand-mère, écrivez comme ils sont partis. Tous les deux sont partis. On est tous les deux, Taël. Ça va? Tout va bien? Et je leur disais, essayez d'éviter les clichés et même pour un SMS, essayez que chaque mot, ce soit de vous, etc. Et donc, je pars. Et leur prof leur a demandé ensuite comme exercice d'écrire un texte qu'ils étaient censés m'envoyer pour dire qu'est-ce que vous avez pensé de la venue de Philippe Ginda. C'était presque que des filles, m'ont envoyé des textes bouleversants, super gentils, touchants et tout, plein de clichés du début à la fin. Mais alors, c'était vraiment une succession, un collage de clichés. Je me dis, oh non, elles n'ont rien compris. Et j'en ai parlé au prof et en fait, il me dit, il faut, et là, je m'en suis voulu, parce qu'il me dit, il faut essayer de comprendre ce qu'elles ressentent et de se mettre à leur place, ce que j'essaye de faire tout le temps, et là, je ne le fais pas. Pour elles, un cliché, c'est-à-dire dire j'ai les jambes en coton, c'est pas être banal et ordinaire, c'est bien parler et c'est comme quelqu'un, encore une fois, à la cuisine, quand on prend un fond de veau et qu'on met dans son plat, je ne sais pas quel plat, eh ben, c'est comme la cuisine des grands chefs, c'est un peu Et en fait, il disait, il faut être vraiment indulgent avec tous ces lycéens et ces lycéennes, parce que pour eux, dire ça va plus vite que l'éclair, ça va vite comme l'éclair, etc. Pour eux, c'est accéder à un niveau où ils ont l'impression d'accéder au niveau de la littérature, de l'écriture adulte, quoi, en fait. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire, il faut il faut garder la tête froide. Ouais, et nous, on proscrit complètement aux ateliers bohèmes quand on a des textes et qu'on entend blonde comme les blés ou j'ai les jambes en coton ou le cœur qui bat la chamade. Enfin, Olivier, je suis sûre aussi, mais on s'empresse de dire oui, mais quelle est ta manière à toi d'exprimer cette même idée, ce même rythme, cette même intensité? Tout le principe de l'écriture, c'est justement de convoquer des images qui sont très personnelles et de réussir à quand même exprimer cette idée, ce rythme, cette vitesse, ou peu importe. Mais bon, voilà, donc les conventions, en fait. Chaque zèbre a sa manière à lui d'être zèbre. Voilà. Mais oui, exactement. Merci beaucoup, Taël. Merci d'avoir été avec nous. Embrasse. Oui. Alors, on va inviter notre prochaine, donc Mélanie, de Demain je lis. Voilà. Hop. Mais par contre, Taël, je pense que tu vas rester à l'écran, c'est pas grave, ceci dit. Non. Ne mets pas tes doigts dans ton nez, on te voit. Voilà, tu vas très bien, en fait. Salut, Mélanie. Salut, les copains. Salut, Mélanie. Salut. Merci. Live. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu, non. Ah, attends. Là, voici. Là, ça saute un peu. Bah non, ça saute, il y a un mot sur deux qu'on n'entend pas. Ah, attends. Et là, vous m'entendez? Ça a l'air d'aller. Oui. Super. Bon, et ben, merci pour ce live. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant entre les thèmes. C'était passionnant. Philippe Giannada, oui. Tu parlais du destin de tes personnages. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est ton propre destin. Et il y a une information beaucoup intéressante, le fait que tu aies été à un moment animateur de téléphone de Minitel Rose. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivé à ça?
Alors, j'ai à peu près compris ta question, même si tu as saute un peu, mais Comment est-ce que t'es arrivé, hein? à devenir. Alors, tu m'as un peu blessé, un peu vexé. Je n'ai pas été animateur de Minitel Rose. J'ai été la première animatrice de Minitel Rose du monde. C'était il y a très longtemps, avant que le Minitel soit Rose. répandu partout en France, avant qu'il soit rose même. Ils ont testé le Minitel chez 500 personnes en France. Je crois qu'ils ont donné un Minitel. Et donc, ils en ont donné un à mes grands-parents. Et qui n'ont pas du tout, ils ne savaient même pas que ça s'ouvrait. Ils ont reçu une boîte, ils n'avaient pas compris que ça pouvait s'ouvrir. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, le Minitel s'ouvrait. Et donc, moi, j'avais découvert ce truc-là. Et aujourd'hui, quand j'en parle à mon fils, il rigole. Mais moi, j'avais ouvert ce Minitel, j'avais mis bonjour, et il y a quelqu'un qui m'avait dit bonjour. Oui, et pas que le Minitel qui s'ouvrait. Ouais. Et c'était extraordinaire. C'est-à-dire que moi, j'étais dans les Hautes-Alpes. Le mec, il était à Strasbourg, et je lui disais, ça va? Et le mec, il me disait, oui, ça va. Alors, c'est vraiment un truc extraordinaire. C'est 1983, 80. On a un revenant parmi nous. Et donc, j'ai été parmi les pionniers, on peut dire, du Minitel. Et un jour, je vois une petite annonce. Si vous aimez le Minitel, dans un journal gratuit parisien, il n'y en a plus d'ailleurs des journaux gratuits à Paris, de petites annonces. Paris Boom Boom, ça s'appelait. Pour les vieux, les Devant plus les vieux. boulangers. Oui, devant les Ouais. boulangers. Si vous aimez le Minitel, venez, travail, machin. Et je vais voir. Et en fait, on me propose d'être animatrice de Minitel. C'est-à-dire que c'était le tout début du Minitel Rose, mais c'était très tendre. Hein, c'était Minitel Rose clair. Hein, c'était vraiment. Et on m'a dit, bah, tu vas te faire passer pour une fille, on va te payer, tu vas faire ça 8 heures par jour, on va te payer 8000 francs. Je me rappelle à l'époque. J'avais deux noms. J'étais double animatrice. 2 fois première animatrice du Minitel du monde. Ça m'est tellement salace. J'avais Claire et Sophie. Ah. Bon, déjà, les prénoms, tu sens que c'est un peu daté. Hein, tu vois, tu sens Mais que quand c'est même, la l'époque du sagesse et Minitel. la clarté. Alors, oui. Sophie, c'était la chaudasse. Claire, c'était l'intello, mais si tu la titilles un peu, elle peut basculer. Et donc, je passais 8 heures par jour dans mon lit. Tu vois, je me réveillais le matin, j'allumais mon bien payé. Minitel. Ben, c'était 8000 francs, donc, mais c'était il y a plus de 30 ans, il y a 35 ans. 8000 francs, ça fait 1000. Olivier, toi, 2000 euros Non, moi. Olivier, toi qui as des 1200 allumettes euros, toujours. je sais pas. Ouais, bon. Ouais. Mais pour l'époque, il y a 40 c'est une ans, belle somme. ça correspondait aujourd'hui si tu étais payé 3000 euros, par exemple. Tu vois. Wow. Et j'étais dans mon lit. Et j'étais Claire ou j'étais Sophie, ou les deux en même temps. Et je me rends compte que je disais à un mec, le mec me dit, ah, bonjour Claire, j'avais mes clients réguliers. Quel plaisir de te revoir aujourd'hui. Et je disais, oui, attends, je sors de la douche, je mets ma culotte et je reviens. Ça, Tu c'est vois, bon, ça tout. démarre. Le mec, il devenait complètement fou de l'autre côté. Et je me dis, j'écris, moi qui suis peu féminin, alors elle, Tu prends des douches. je comprends les femmes quand j'écris, mais physiquement, je suis peu t'as commencé féminin. très tôt. Hein. Ouais. Et je disais au mec, je mets ma culotte et je reviens. Et le mec était comme fou d'amour ou de désir, ou je ne sais quoi. Je me disais quand même le pouvoir des mots. Incroyable. Alors je me suis pas dit, je vais devenir écrivain parce que le pouvoir des mots. Mais enfin, j'étais. Et puis au bout, j'ai fait ça pendant peut-être 8 mois, 9 mois. Et puis j'en pouvais plus parce que du matin au soir, je parlais à des mecs lubriques qui voulaient m'attraper dans un coin. Je n'en pouvais plus, quoi. Donc j'ai arrêté. Mais Bovary, c'est toi. c'est moi. On parlait tout à l'heure d'âme humaine et tout, tu vois. Et puis en plus, évidemment, là encore, c'est un cliché, mais évidemment, tu vois là-dedans toute la détresse. C'est-à-dire que les mecs, en plus, à l'époque, le Minitel, ça coûtait une fortune. C'est-à-dire que quand tu te connectais sur Minitel, tu pouvais avoir des factures de téléphone, c'était sur le téléphone. Tu avais des factures de téléphone de 5 000, 6 000 euros par mois. Quoi. Tu vois, c'était pas des euros, mais. Et les mecs, ils parlaient 8 heures avec moi et je culpabilisais aussi. Tu vois. Les ruinés. Pour une Et petite je culotte que ruinais. tu n'avais même pas. Oui, pour rien. C'était vraiment, encore une fois, c'était pas des gros fantasmes avec la grosse artillerie. Hein, c'était des trucs vraiment soft. Et tu sens ces gens seuls et tout ça. Puis en plus, je me disais, si encore j'étais vraiment Bonasse. Claire ou Sophie, bonasse, comme tu dis, Clarisse. Mais et ça me rappelle quelque chose dont on a parlé la semaine dernière. Avec Claire Berest, enfin avec Olivier, on parle très régulièrement dans la causerie de la tendresse, parce qu'Olivier incarne une forme de tendresse, et pas qu'Olivier d'ailleurs. Je pense qu'on aspire tous à plus de tendresse et qu'on a honte, je ne sais pas pourquoi, de le dire, alors que pourtant c'est la tendresse partout, à tout point de vue. C'est justement un grand stimulateur
intellectuellement, physiquement, de tout. Et là, je pense en écoutant Philippe raconter cette anecdote du Minitel, je pense au mot tendresse. Je me dis, c'est bizarre, aujourd'hui, on est dans des trucs tellement plus hard. On serait pas là, attends, enfin, tu vois, les gens ne se ruineraient pas pour une petite phrase qui a l'air presque d'un alexandrin baudelairien. Attends, je mets ma culotte et je reviens. Je sais pas. Maintenant, il faudrait aller très vite à l'essentiel. Voilà, est-ce que ça peut se faire entre nous, tout ça. Ouais. Donc, quelque part, je pense que dans ton destin d'écrivain, qui, avant de gagner des prix, a contribué à l'émergence poétique un peu du Minitel, t'as quand même, oui, t'as contribué à quelque chose tu es resté sur ta ligne assez littéraire et poétique, je pense. Nous te remettons, Philippe, officiellement le prix du Minitel rose. Ouais, et des Pondarou. Cela dit, ça a vite viré, hein. C'est pas resté tendre longtemps, hein. Mais c'est fou parce que tu te rends compte très vite. Tu vois, il y a eu peut-être quelques semaines de tendresse et de pudeur et de pincette. Et puis très vite, c'était Trash. viens, ma salope, qu'on se retrouve, quoi. Je dis non, Michel, non. Mélanie, est-ce que tu veux poser une autre question à Philippe ou... Non, mais donc, le Minitel, ça a vraiment eu une incidence, d'une certaine manière, sur ton métier d'intellectuel. Qu'est-ce que tu dirais Alors, encore une fois, je n'ai pas compris ta question. Je vois que tu es passionné par le Minitel parce que j'ai entendu le mot Minitel. Mais sinon, je n'avais pas compris la question, en fait. Parce qu'on ne t'entend pas bien, en fait. Tu es assurée, Mélanie. Pas, ouais. Il y a un mot sur deux qui passe pas. Mais je pense que c'est lié à ta connexion ou je sais pas. Mime, tu peux mimer la question? Ou l'écrire. Non, mais Pour un Minitel. c'est pas grave. Toujours sur le Minitel. Bah, moi, est-ce que je peux poser une dernière question parce qu'on va bientôt terminer cette causerie. Et j'avais une question à poser. C'est possible de la poser? Oui, Philippe? Oui. Bon, comme j'ai cru comprendre que Philippe avait adoré la référence d'entrée à Vladimir Jankélévitch. Oui. Bah, je vais conclure avec Vladimir, justement pour le plaisir de tout le monde. Et dans cette même citation sur Destin et Destinée, Vladimir dit « Il ne faisait pas partie du destin d'un poète de faire la contrebande des armes en Abyssinie et d'aller mourir dans un lazaret de Marseille. Or, chacun sait ce que fut le lot de Rimbaud. Ce n'était pas le destin d'un poète, mais peut-être était-ce sa destinée. Il fait partie du destin d'un poète de publier des volumes de vers chez des éditeurs parisiens, d'avoir ou de n'avoir pas le prix Machin, de prononcer des oracles dans des hebdomadaires, de tenir son rôle de guignol de la République des lettres. Par contre, cette chose saugrenue, bizarre, fantasque, qui consiste à vendre des armes à des rois d'Arabie, n'est pas prévue dans une carrière d'écrivain. Ce fut là pourtant la destinée de Rimbaud. Et là, la question que j'ai envie de poser justement à Philippe, c'est parmi tout ce qui fait partie du destin d'écrivain, alors je ne dis pas que tu es un guignol de la République, hein, Non. mais tu as gagné des prix, le prix Femina, le prix de Flore, peut-être que parfois tu prodigues des oracles. Oui. Voilà, oui, ça, on n'en doute absolument bien pas. sûr. À l'occasion. Mais justement, tout à l'heure, je crois que c'était elle qui posait cette question sur la destinée. Donc, la destinée, c'est le libre arbitre que chacun met à infléchir son destin. Forcément qu'on a un destin, puisqu'il y a une certaine fatalité qui s'est penchée sur nous dès notre premier cri, et même avant, dans notre vie intra-utérine, tu seras comme ci, comme ça, tes parents seront plutôt aussi, ça. Rien que le pays et l'époque auquel on débarque infléchissent énormément notre destin. Par contre, notre destinée, c'est toute la part de liberté. J'adore, je trouve ça génial. Moi, j'adore la fatalité. Parce que j'aime énormément la notion de libre arbitre, mais elle cohabite. Et donc toi, Philippe, là c'est une question plutôt personnelle, dans quelle mesure tu as l'impression d'infléchir ton propre destin, donc de créer ta propre destinée? Qu'est-ce que tu fais pour te surprendre en tant qu'écrivain, en tant qu'humain? Vers quoi tu vas? Est-ce que tu fais des pas de côté? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Écoute, je vois ce que tu veux dire, oui, mais c'est une question très difficile. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Oui, si tu veux, moi, j'essaye de tout contrôler. Ma vie, en fait, elle ressemble un peu à mes livres, sans m'auto-analyser, mais dans mes livres, si tu veux, j'ai vraiment une structure. J'ai tout, en plus, comme c'est des histoires vraies, j'ai vraiment la matière, mon fichier de base, c'est du vrai, je peux pas sortir de ça normalement, mais à l'intérieur, je fais des petits zigzags, des petites digressions, des machins comme ça. Et dans ma vie, c'est pareil, j'ai une vie extrêmement routinière, calculée, cadrée, je sors jamais, je vois jamais, enfin, sauf dans les trucs de promo, là, comme là, mais
enfin comme là, comme avant ça. Mais justement, j'ai l'impression, alors après chacun, tu vois, il y a des gens qui ont des vies complètement de fous. Moi, ça me fait peur, tu vois, des gens qui n'ont aucune règle. Un jour ils font ci, un jour ils font ça. C'est plutôt rare. En fait. Il y en a quand même. Mais moi, je me dis, dans les rails, dans les cadres, il peut se passer des choses là-dedans. Et puis on a la liberté de laisser se produire, puisque on est, quand on est comme moi, un peu inquiet, un peu anxieux, on est de toute façon dans un cadre quand même. Alors, parfois on sort un peu du cadre. Est-ce que tu laisses la vie se promener parfois? Je laisse la vie se promener, mais c'est quand même moi le chef, tu vois. C'est moi qui... Et tu vois, je fais tous les jours les mêmes choses aux mêmes heures. Mais alors du coup, quand tu fais vraiment absolument pareil tous les jours et dans un cadre très restreint, le moindre petit truc, tout d'un coup, tu as l'impression d'être un aventurier. Exactement. Ouais. Donc, Jean Kélémy, tu as aussi écrit sur l'aventure. Donc, qu'est-ce qu'il a bossé celui-là, hein. Donc, si tu veux, voilà, c'est-à-dire que je sais pas comment dire ça, mais à la fois pouvoir tout contrôler et laisser la possibilité de se laisser entraîner, ouais. Moi, c'est ce qui m'intéresse. J'ai fait un truc que dans ma jeunesse, quelque chose qui a changé toute ma vie. En fait, j'allais pas bien du tout quand j'avais 23, 24 ans, et je me suis enfermé chez moi pendant 1 an. En fait, j'étais prévu 1 an jour pour jour, et ça a fait plus parce que je n'arrivais plus à sortir, je n'osais plus sortir. Mais donc, volet fermé, sans parler, sans voir qui que ce soit, sans radio, sans télé, sans téléphone, sans musique, sans rien, enfermé chez moi. Donc, par excellence, par définition, le truc qui peut rien t'arriver. Moi, c'était pour me protéger que j'ai fait ça. Comme Un homme qui dort de Georges Perec. Voilà, par exemple, mais en vrai. Ouais. Et vraiment, personne ne pouvait m'atteindre d'aucune manière, ni par téléphone, ni par télépathie, ni en frappant à ma porte. Voilà. Et pourtant, c'est là qu'il m'est arrivé le truc le plus incroyable de ma vie, c'est que je me faisais tellement chier, je m'ennuyais tellement, j'étais tellement frustré de ne pas pouvoir exprimer ce que j'avais à dire que je me suis mis à écrire. Alors que jamais, même avant, écrire une carte postale à ma mère, ça me gonflait, quoi. Je me disais, j'arriverai jamais, il faut remplir tout le petit carré, là. Et donc, par désœuvrement total et inquiétant, on dirait qu'il y a quelqu'un qui mange, non? T'as pas l'impression? C'est Olivier qui a une très mauvaise, ouais, un son audio, un micro très mauvais. Oui, on dirait que tu manges. Tu ressembles à Camille Combal, d'ailleurs, hein, là, je trouve. C'est qui déjà Camille Combal? Là, il ressemble à Robert De Niro. Robert De Niro un peu, mais surtout Camille Combal. Et je me suis mis à écrire, en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'au moment où je me coupe entièrement du monde, où je ferme tout, je me barricade et je ne fais rien à l'intérieur, je m'ennuyais tellement que je me suis dit, tu vois, si j'avais une guitare, j'aurais fait la guitare. Pourquoi pas un mois après l'autre? Je me suis dit, je vais écrire, ça m'occupera, tu vois, voilà. Donc, même dans les cadres les plus serrés, les plus blindés, il peut arriver des choses. Mais là, tu évoques le cadre presque de l'ermite, justement. Celui qui se reclue et qui se coupe de tout, il ne peut qu'advenir l'essentiel. Ben voilà, mais donc, tu peux le faire après de manière plus souple. Tu peux avoir une vie tout à fait routinière où tout est prévu et qui est quand même la place pour qu'il arrive des choses inattendues. Tout à fait. Voilà, en tout cas, moi, je suis aussi assez d'accord sur le fait que l'aventure, c'est quelque chose qu'il faut à la fois un peu laisser se balader, c'est la vie, il faut dire à la vie, vas-y, balade-toi, surprends-moi, promène-moi même, l'expression balade-moi, fais de moi ce que tu voudras. Et en même temps, heureusement qu'on s'en remet pas toujours à elle et qu'on cadre et qu'on maîtrise un petit peu les choses, parce que sinon, on n'atteindrait jamais nos objectifs, aussi futiles soient-ils, mais c'est ça aussi qui nous rend vivants, en fait, d'avoir des objectifs et des rêves. Je suis tout à fait d'accord. Merci Philippe. Bon, merci Mélanie et Tel, c'était super de vous avoir avec nous. Mélanie, j'espère que on n'a pas trop entendu tes questions, mais Philippe est un excellent traducteur de personnalités entravées dans la parole. La deuxième question, je voudrais la deuxième question. Essaye encore. Essaye encore la deuxième question, Philippe, demande. Non, mais là, on m'entend mieux ou toujours pas? Oui. Si. En fait, je me posais la question si c'est un conseil que tu donnes aux jeunes écrivains. Je pense surtout à nos amis Clarisse et Olivier qui font des ateliers d'écriture. Donc, si c'était un conseil qu'on pouvait donner aux jeunes écrivains de se faire la main sur des services roses. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de tel, mais il y a aussi Tinder. Donc, est-ce que les jeunes écrivains ne peuvent pas se faire la main sur Tinder aujourd'hui avant de passer à l'écriture? Alors non, ce n'est pas un conseil que je donne, non. Tinder, Mélanie, ça sert à baiser, ça sert pas à écrire.
Enfin, je suppose. Mais écrire, ça sert à baiser. Mais il y a une Oh là méthode. là. Oui, demandons à Patrick Poivre d'Arvor et Nicolas Hulot. Donc non. Ben, si, pourquoi pas. Mais il y a un truc, blague à part, il y a un truc intéressant. On dit les gens sont tout le temps sur leur téléphone et tout ça. C'est vrai, c'est consternant dans le métro de voir tout le monde dans son truc. Et en même temps, on voit dans le métro les gens tac, 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 tac. C'est-à-dire qu'il y a 20 ou 30 ans, les gens, ils ne passaient pas leur journée à écrire. Alors, ils écrivent, je sais pas ce qu'ils écrivent, et ils écrivent peut-être pas de bonne manière, mais en tout cas, le moyen. Par exemple, pour mon fils qui a 21 ans, un coup de téléphone, c'est le truc le plus ringard du monde, tu vois, de parler au téléphone. Tout doit se faire par l'écriture. Eh ben, c'est quand même pas mal. Et il n'y a pas une énorme différence entre écrire des SMS, même pour raconter, oh, j'ai mal au pied, oh, je suis en retard à mon rendez-vous chez le dentiste, que de moi, le Minitel Rose, tu vois, c'est le même genre, exactement. Donc, pas besoin de Tinder, Mélanie. On peut rester. Et même une formulation de ce genre de phrase ferait la biographie à la Édouard Levé. C'est-à-dire, voilà, j'ai mal aux pieds, ma mère me manque, parfois j'aimerais que le monde s'arrête, j'adore la vie, hier j'ai mangé des épinards en boîte de conserve, avec Olivier, on adore les choux de Bruxelles, voilà. Tout ça, c'est ce qui fait une vie, en fait, d'accumuler toutes ces espèces de platitudes, mais qu'on s'écrit par SMS ou sur le Minitel Rose. Mélanie, la relève est assurée. La relève est assurée. Ouais. Clarisse vient de nous faire des confessions incroyables. Là. Tout d'un coup, il y a eu un bouquet de petites vérités du quotidien. Les choux de Bruxelles. Ah, les choux de Bruxelles, ça oui, par contre. Alors, Olivier, parle-nous un tout petit peu de ce livre à gagner, dédicacé par Philippe. Ah. Ouais. Eh ben, on propose. On vous propose, comme vous êtes très gentil, de gagner un exemplaire dédicacé du dernier roman de Philippe. Et on vous dit tout sur la page internet des Ateliers Bohèmes. Ouais, exactement. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous ce soir. Et n'hésitez pas à poser des questions auxquelles on répondra si on est de bonne humeur. Et puis, merci Taël et merci Mélanie. C'était super de vous avoir et merci pour vos questions. Et à très bientôt. À bientôt. Bonne fête à tous. Merci encore. Merci la prochaine Néoculbris sera en janvier et voilà. Alors, merci. À bientôt. Bonne fête. Merci. Bonne fête. Ciao, ciao. Salut.